Pour chaque tache visible, il en existe d'autres que vous ne voyez pas. Ciblez toutes vos taches avec le sérum anti-tache Luminous 630 formulé avec du thiamidol, notre ingrédient anti-tache le plus efficace qui agit sur les taches invisibles et réduit l'intensité des taches visibles de 82%. Luminous 630, la peau, c'est pour se sentir confiante. Nivea pour la peau, élue marque préférée des Français. Nouveau, découvrez les yakisoba de Daisuki, façon nouilles sautées et leur sauce trop bonne. Daisuki, les nouilles comme au Japon, maintenant à la maison. Passez à une hydratation supérieure avec le lait nourrissant Nivea. Sa formule améliorée avec de l'acide hyaluronique pur à 100% hydrate pendant 72 heures. Quand notre peau est si éclatante, on se sent plus en confiance au quotidien. Lait nourrissant Nivea à l'acide hyaluronique, maintenant dans une bouteille 50% recyclée. Pour être bien dans sa peau, Nivea pour la peau. Pour nous, ce n'est pas juste votre audition, c'est toute votre vie. C'est pourquoi nous avons créé la méthode Amplifon, dont l'efficacité a été scientifiquement validée. 93% de nos clients bénéficient d'une amélioration significative de leur compréhension. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre audition, votre vie. Dispositif médical. Bienvenue à vous, à la une de l'actualité, sourire et poignée de main pour sceller un accord entre Israël et le Hamas. Réunis en Égypte, les représentants des deux parties ont validé un plan de paix en plusieurs phases. Réaction avec Eleanor Veil et Sonia Dridi. La joie s'est rapidement exprimée en Israël et dans la bande de Gaza, mais la prudence reste de mise car l'accord ne signifie pas la fin immédiate de la guerre. Analyse en plateau avec Benoît Feit. Chez Ikea, fin des actions syndicales. La direction a accepté de revoir l'organisation du travail. Les détails dans un instant avec Benjamin Vorporton. Protection de rigueur pour chasser les frelons asiatiques. D'autant que ce ne sont pas des professionnels mais bien des bénévoles. Ils ont du succès car l'intervention des pompiers est devenue payante. Et puis aller voir un match de Coupe du Monde coûtera jusqu'à 5 000 €. La tarification dynamique est pratiquée. Plus la demande est forte, et bien plus le prix est élevé. Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a donc un espoir de paix à Gaza. Israël et le Hamas ont en tout cas signé la première phase d'un plan pour mettre fin à la guerre. L'accord est tombé la nuit dernière et le président des États-Unis a été l'un des premiers informés. C'est lui qui avait mis ce projet sur la table. Explication avec André Gillis et Mathieu Van Winkel. Donald Trump occupé dans une réunion sur un autre sujet. Il ne s'y attend pas. Le président est interrompu par Marco Rubio, secrétaire d'État. Une note, quelques mots à l'oreille pour une annonce. I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. Réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte, les négociateurs ont le sourire. Le Hamas et Israël tombent d'accord avec la médiation du Qatar. La première étape du plan Trump est approuvée. Dans les 72 heures, les 20 otages israéliens et 27 dépouilles seront échangées contre 2000 prisonniers palestiniens. Partout dans le monde, les réactions sont positives. This agreement must now be implemented in full, without delay, and be accompanied by the immediate lifting of all restrictions on life-saving humanitarian aid to Gaza. Dans la nuit, des familles d'otages israéliens reçoivent un appel. President Trump, you have the best crowd in the world. What do you guys have to say to President Trump? Thank you! Thank you so much. Blessed be the peacemakers. God bless you, Mr. President. God bless America. Thank you very much. You just take care of yourselves. The hostages will come back. They're all coming back on Monday.
Ces explosions sur Gaza ce matin devraient en théorie être les dernières. Normalement, un cessez-le-feu complet commençait il y a 2 heures. Israël l'a reporté à ce soir, quand le gouvernement israélien aura voté pour ou contre l'accord de paix. Et pour une première réaction, nous rejoignons en Israël notre correspondante Eleonore Veil. On vient de le dire, l'accord devrait donc entrer en vigueur finalement cet après-midi. Et oui, c'est à 17h que le cessez-le-feu devrait officiellement entrer en vigueur après la réunion du cabinet de sécurité convoqué par le Premier ministre israélien pour entériner la première phase de l'accord du président américain Donald Trump. Alors, l'armée israélienne dit se préparer à rapatrier les otages et à repositionner ses troupes en vue d'un retrait partiel de la bande de Gaza dans les 24 heures. Sur le plan militaire, Israël a accepté, on le sait, de reculer d'environ 4% par rapport à la ligne initialement prévu dans le cadre du plan américain. En échange, il a obtenu un droit de veto sur la liste des prisonniers libérables. En parallèle, les États-Unis et le Qatar ont obtenu des garanties selon lesquelles Israël s'engage à ne pas recommencer la guerre une fois la première phase de l'accord achevée. Toutefois, les dossiers les plus épineux, le désarmement du Hamas ainsi que l'avenir politique de Gaza sont renvoyés à une deuxième phase des discussions. En attendant, Tsahal dit se tenir en alerte pour éviter tout incident militaire jusqu'à l'entrée en vigueur de la trêve. Voilà donc pour les premières réactions en Israël. Et dès l'annonce de l'accord la nuit dernière, des scènes de joie ont été observées dans les deux camps. Les familles d'otages israéliens ont célébré le retour annoncé de leurs proches. Et puis les habitants de Gaza sont descendus dans la rue. Voyons cela avec Barbara Lichtenberg et Marie-Claire Hide. Explosion de joie cette nuit à Gaza. Alors que la plupart des Palestiniens dorment encore, ces jeunes se sont rassemblés devant l'hôpital Nasser pour célébrer l'annonce de cessez-le-feu. Merci Dieu pour ce cessez-le-feu, merci pour la fin de ce bain de sang et les tueries. Je ne suis pas le seul à être heureux, toute la bande de Gaza est heureuse, tout le peuple arabe est heureux pour le cessez-le-feu et la fin du bain de sang. À l'aube, dans ce camp de déplacés, les habitants n'ont qu'une hâte, retrouver une vie normale et pouvoir rentrer chez eux. Nous prions Dieu pour que cette fois ce soit sérieux, qu'il y ait un cessez-le-feu permanent et une fin à la guerre. Nous avons tant souffert, 2 ans de guerre, de tourments, de génocide, d'oppression, de faim et d'injustice. De l'autre côté de la frontière, l'émotion est également présente. Cette famille va pouvoir retrouver frères et fils retenus par le Hamas. Qui lui fait un énorme câlin en premier, toi ou moi? Ensemble? Ouais, ensemble. Oh, c'est fou. Sur la célèbre place des otages, chants et danses ont également rythmé la matinée. Drapeau américain à la main, certains se sont même déguisés en Donald Trump, considéré comme un messie. Encore sous le coup de l'émotion, ces femmes ont du mal à croire au retour des otages israéliens. Je ne croyais pas que ce jour arriverait. C'est comme si tous les rêves se réalisaient. Ces 2 années de travail acharné de la part de tout le monde sont incroyables. En attendant l'arrivée des derniers otages, Israël retient son souffle. À Gaza, les habitants épuisés restent sur le qui-vive et espèrent la fin de la guerre pour de bon. Oui, rappelons-le, c'est Donald Trump qui a donc dessiné les contours de ce plan de paix. Il parle d'ailleurs d'un grand jour pour Israël. Nous allons rejoindre notre correspondante à Washington. Bonjour Sonia Dridi. Alors Trump s'attribue clairement la réussite de cet accord. Oui, et la Maison-Blanche a diffusé sur ses réseaux sociaux cette image de Donald Trump qui marche l'air sérieux à la Maison-Blanche avec ce titre « Président de la paix ». Donald Trump aujourd'hui s'affiche comme le faiseur de paix. Hier, on l'a senti très heureux, il s'est dit très confiant, très fier. Et il faut dire qu'à Washington, eh bien, beaucoup disent déjà que c'est son plus grand succès diplomatique de ce second mandat. Et puis,
puis certains mettent vraiment en avant son imprévisibilité comme une stratégie clé. Dans son camp, les compliments abondent. Beaucoup de républicains aujourd'hui appellent à ce qu'il y ait le prix Nobel de la paix. On sait que c'est l'un des objectifs de Donald Trump et que ce prix Nobel sera annoncé demain, vendredi. Dans le camp démocrate, beaucoup saluent un accord historique, mais certains également restent sceptiques quant à la mise en œuvre de ce plan. En tout cas, on le sent, Donald Trump est pressé et il a annoncé qu'il devrait se rendre en Israël dans les prochains jours. Il pourrait également se rendre en Égypte. C'était Sonia Dridi en direct de Washington. Merci à vous. Voilà donc pour les réactions suite à l'accord conclu donc entre Israël et le Hamas. Mais reste une grande question, c'est de voir si cela va vraiment aboutir à la paix. Et nous allons en parler avec Benoît Feit. Alors Benoît, en tout cas, ça ne signifie pas une fin immédiate a priori de la guerre. Écoutez Ophélie, personne ne peut prédire l'avenir avec certitude, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a de bonnes raisons pour l'instant de rester prudent. Parce que souvenez-vous, le 15 janvier dernier, un premier accord de cessez-le-feu était déjà intervenu entre le Hamas et Israël. Il avait alors donné lieu à la libération de plusieurs otages par le Hamas, à la libération aussi de plusieurs prisonniers palestiniens détenus en Israël. Mais cet accord avait alors rapidement volé en éclats et la guerre avait repris, notamment sous la pression des ministres d'extrême droite du gouvernement israélien. Alors, il faut quand même préciser qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure qu'à ce moment-là, puisqu'ici, on a eu un président américain, Donald Trump, beaucoup plus impliqué. Oui, Donald Trump, qui se voit désormais en faiseur de paix, a en quelque sorte imposé cet accord au Hamas et à Israël. Et on sait que cet accord comporte 20 points. Mais parmi ces 20 points, on sait aussi qu'il y en a plusieurs qui s'avèrent imbuvables aux yeux des deux parties. Du côté du Hamas, il est par exemple question de se désarmer et d'abandonner tout contrôle sur la bande de Gaza. On sait que pour l'instant, le Hamas refuse absolument cette solution. Et du côté israélien, il est question, c'est le fameux point 19 de l'accord, de reconnaître à terme, sous certaines conditions, certes, mais de reconnaître quand même un État palestinien. Et on sait que ça, c'est absolument impossible aux yeux de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, ainsi qu'aux yeux des ministres d'extrême droite qui l'entourent au gouvernement. Alors, que vont faire ces différentes parties une fois la première phase de l'accord qui va se dérouler dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Que vont-ils faire ensuite? Ça, bien malin, celui ou celle qui pourrait le prédire. Voilà, une prudence qui reste de mise. Merci pour cette analyse, Benoît. Et c'est d'ailleurs aussi un optimisme mesuré qu'affiche le ministre belge des Affaires étrangères. Maxime Prévost était l'invité de Matin Première et je vous propose de l'écouter. Nous n'avons jamais été depuis longtemps aussi proches d'un accord de paix, c'est assez manifeste. Le cessez-le-feu qui semble se dessiner et qui devrait se mettre en œuvre dans les 72 heures au maximum, accompagné par la libération de tous les otages, la vingtaine encore vivants et la restitution des corps des otages décédés, le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, et donc toutes les conditions, semble-t-il, pour que ce cessez-le-feu soit la première étape vers une paix durable, mais de la vigilance, parce que je me souviens aussi que début de cette année, il y avait déjà eu un cessez-le-feu avec une première phase, mais nous n'avions jamais vu la deuxième s'enclencher. Les violences avaient repris de plus belle. Et puis un tout autre type d'accord est intervenu chez Ikea. Le magasin de Newell près de Liège est d'ailleurs rouvert. Le personnel était parti en grève pour dénoncer les conditions de travail et le mouvement avait d'ailleurs fait tache d'huile dans le pays. Nous allons retrouver Benjamin Verporten pour les détails. Les syndicats ont obtenu de la direction une réorganisation du travail. Oui, en fait, ils ont obtenu des avancées qui doivent améliorer leurs conditions de travail. On nous dit par exemple une réorganisation dans la planification des horaires pour alléger la charge de travail. On nous parle aussi d'un meilleur suivi des formations, l'organisation plus régulière de réunions d'équipe ou encore une simplification dans les procédures internes chez Ikea. Mais ce que les syndicats mettent véritablement en avant, c'est l'obtention de nouveaux contrats à durée indéterminée. En fait, des CDD qui vont devenir des CDI. Les syndicats nous parlent de 13 contrats. Alors la direction la confirme l'information, mais ne confirme pas le chiffre de 13 contrats. Quoi qu'il en soit, eh bien, tout cela a permis au travail de reprendre ici. Et surtout, vous l'avez dit, ça a mis fin aussi aux différents mouvements de soutien dans les autres Ikea du pays. Et donc, c'est un retour à la normale pour Ikea Belgique. Enfin, presque, puisque le magasin ici a ouvert avec une petite heure de retard. Il y avait d'ailleurs une trentaine de personnes devant le magasin, tout simplement parce qu'il fallait le temps de relancer la machine, remettre les gens au travail. Et puis surtout, parce qu'à partir de maintenant, il y a en interne des réunions d'information pour expliquer au personnel tous les changements, comment Ikea Liège va fonctionner dans les mois à venir. Et le but, évidemment, eh bien, c'est que direction et personnel repartent main dans la main dans les meilleures conditions possibles.
Merci beaucoup Benjamin de nous avoir présenté donc cet accord intervenu chez Ikea. Un petit tour dans les écoles où les téléphones portables sont interdits depuis la rentrée en Wallonie et à Bruxelles, et nos voisins français ont d'ailleurs pris la même décision. Alors comment cela se passe-t-il d'un côté et de l'autre de la frontière? Reportage d'Olivier Boulinck et Philippe Huibaud avec la collaboration des équipes de France 3. Pas de portable dans cette classe française. Pas de GSM dans cette classe belge. Mais ces deux établissements n'appliquent pas la même méthode. En France d'abord, dans ce collège de Douai, les élèves doivent mettre leur smartphone dans une poche fermée qu'ils peuvent rouvrir seulement en fin de journée. Dès que je sors des cours, j'attends que ça. De prendre mon téléphone, de pouvoir le récupérer et pouvoir envoyer des messages à mes copines, quoi que ce soit. Les responsables trouvent bien des avantages à ce système. On a beaucoup moins de soucis de photos qui sont prises dans l'établissement, que ce soit d'élèves ou de profs, des fois dans des cours. Et en fait, c'est beaucoup plus sain. En France comme en Belgique, chaque établissement peut choisir librement comment il met en place l'interdiction des téléphones. Au collège Saint-Stanislas de Mons, les éducateurs comptent sur l'autodiscipline des élèves. À l'instant, je viens de me le faire confisquer. Je l'ai montré et l'éducateur il m'a vu et il m'a pris le téléphone. En sortant dans les escaliers, il y a l'éducateur qui m'a vu et qui m'a pris mon téléphone alors que je regardais juste l'heure pour prendre mon bus et me faire confisquer. Voilà, je trouve ça un peu abusé. Chaque jour, plusieurs GSM sont saisis. Pourtant, leur interdiction semble assez bien comprise. Parce que je me dis que l'école, ça nous permet de nous déconnecter de ce monde des réseaux et pouvoir un peu se concentrer sur l'école et parler à nos amis et tout. En soi, on vient à l'école pour sociabiliser, pour rencontrer des gens. Et voilà, regarder notre téléphone, on sait le faire chez nous. Juste l'avoir avec moi au cas où il se passe quelque chose, c'est assez pour moi. Alors est-ce que certains sont confortés dans leur première réponse? Dans cette école, l'usage du GSM est parfois autorisé, mais seulement à des fins pédagogiques. Bon, je veux que des bonnes réponses après. Dans la suite de ce journal, nous irons en France où le président va choisir un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures. La mission sera difficile pour le successeur de Sébastien Lecornu. Des champignons qui poussent dans des déchets. Et oui, c'est l'idée d'une entreprise liégeoise et ça cartonne. Et puis, la fin de Hainaut Senior. Des activités étaient proposées aux aînés, mais la province n'a plus d'argent. Faisons le point tout d'abord sur la situation politique en France. Un nouveau Premier ministre sera donc désigné demain soir au plus tard. Ce sera en tout cas un sacré défi pour celui ou celle qui succédera à Sébastien Lecornu qui a démissionné faute de compromis. Les détails avec Valérie Lafleur et Thomas Deschamps. Dernier tour de piste pour celui qui est bien désormais le Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République. Sébastien Lecornu le confirme, il ne remplira pas. Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Un nouveau nom dans les 2 jours pour tenter de faire voter un budget avant la fin de l'année, un objectif encore atteignable, estime-t-il. L'urgence, personne n'en parle, mais celle-là j'y veille, sous l'autorité du chef de l'État avec les ministres démissionnaires, c'est que cette année, on respecte bien les 5,4%. Parce que la crédibilité de la France est déjà de tenir parole pour l'année en cours. Tout m'ont dit qu'il ne fallait pas prendre le risque de ne pas avoir de budget au 31 décembre parce que les conséquences pour la France et les Français, mais ça a été dit tout à l'heure dans les reportages, seraient absolument dramatiques. La perspective d'une démission du président Macron, toujours silencieux, semble également s'éloigner. Lui qui aura à nouveau la responsabilité de nommer un énième chef de gouvernement. Je peux vous témoigner que ce n'est pas le moment de changer de président de la République parce que, par définition, la parole de la France à l'étranger, et heureusement avec l'instabilité gouvernementale que nous connaissons depuis 1 an, le visage à l'étranger, c'est le président de la République. Et donc, cette stabilité, et je ne parle pas de sa personne, parce que vous connaissez la loyauté que j'ai pour sa personne, néanmoins, mais je parle moi de sa fonction, et donc cette institution présidentielle, elle doit être protégée et préservée. Reste à convaincre au moins une partie des oppositions. Sans gouvernement de plein exercice et toujours sans budget à quelques jours de l'échéance officielle, la France reste plus que jamais dans le brouillard.
Et oui, la France attend son Premier ministre. Mais chez nous, l'aéroport de Charleroi a trouvé son nouveau patron depuis quelques semaines déjà. Il est temps de vous le présenter. Il s'appelle Christophe Segart. Sa principale mission est de mettre en œuvre le plan stratégique. Dit plus simplement, concilier des objectifs économiques et environnementaux tout en respectant évidemment les riverains. C'est un sacré challenge. Étienne Navet et Jawad Mesrouri l'ont rencontré. C'est toi qui étais dans le truc qui avançait là? Christophe Segart est le nouveau patron de l'aéroport de Charleroi. Il a 59 ans et il n'avait pas de lien particulier avec l'aviation. C'est pas un rêve d'enfant, quoique je jouais aussi avec des avions, mais voilà, ça m'a... C'est pas que j'étais prédestiné à travailler dans l'aviation. Passé par Proximus, Bipost et vous, il était dernièrement le CIO d'une entreprise active dans la sécurité privée. Et justement, la sécurité, c'est ce qui a posé des problèmes à l'aéroport durant l'été. Les files ont été trop longues, la satisfaction de nos passagers n'a pas été à la hauteur par rapport à nous. Voyager low cost, c'est pas voyager au rabais. On n'est pas un aéroport low cost, on a un aéroport qui sert des compagnies low cost. Et donc, on a une série de défis de ce côté-là. On y travaille, on y a travaillé cet été. Fondamentalement, on veut améliorer les flux, la fluidité. C'est ce que nos passagers attendent de nous. Comment? On n'en saura pas plus aujourd'hui. Mais l'aéroport de Charleroi, c'est aussi une relation à entretenir avec Ryanair. Ce qu'on est devenu comme acteur incontournable du voyage belge, même au-delà, les pays limitrophes, on le doit quand même en grande partie à Ryanair, qui est devenu en Europe aussi incontournable. C'est un partenaire exigeant, je mettrais plutôt le mot professionnel, mais on a aussi beaucoup à apporter. On est la 3e base de Ryanair sur 93 bases de Ryanair, ça veut dire quelque chose. Parmi les nombreux autres défis, il y a les contestations liées au permis d'environnement et l'agrandissement des infrastructures. L'aéroport espère passer de 11 à 16 millions de passagers par an d'ici 2041. Certains citoyens sont donc parfois dérangés par le bruit des avions, d'autres par les nids de frelons, les fameux frelons asiatiques. Pour s'en débarrasser, vous pouvez appeler les pompiers, mais l'intervention est désormais payante dans la plupart des communes. Alors à Bruxelles, des bénévoles s'en chargent. Illustration avec Charlotte Verbruggen de BX1. Arthur et Jean-Michel repèrent le nid du jour à neutraliser. Il se trouve à 23 mètres de haut. Pour l'atteindre, ils s'équipent d'une immense perche, pendant que Jean-Michel l'aiguille. Va plus haut, un petit peu plus haut que la perche. Arthur pique. J'en ai fait une centaine en tout, donc oui, je commence à être habitué. Ça s'est passé fluidement, on a monté la perche, on est parvenu au nid et on a mis de la poudre dedans sous pression. La poudre blanche est envoyée via la perche jusque dans le nid. Elle contient un pourcentage de permétrine fatal aux insectes. C'est un produit que nous utilisons aussi en médecine pour traiter la gale et qui va paralyser les frelons en jouant sur leur système nerveux, en particulier sur des petits canaux dits sodium voltage dépendants. Paralyser ces insectes à coups de poudre blanche peut sembler cruel, mais les frelons asiatiques sont fatals pour la biodiversité. C'est un problème parce que c'est un ravageur de la biodiversité, parce qu'il mange 159 espèces d'insectes. Et donc, à partir du moment où il y a moins d'insectes, c'est toute la pyramide de la chaîne alimentaire des animaux qui est impactée, entre autres, par exemple, les oiseaux, mais tout le reste aussi. Depuis septembre 2024, les pompiers ne prennent plus les nids de frelons en charge gratuitement. La politique de la région a changé. Ça n'est plus fait par les autorités régionales et donc ça devient payant. Or, nous, on considère qu'il y a quand même un danger et qu'il y a des gens qui ne payeront pas ce genre d'enlèvement de nid. En plus, ici, on a fait ça dans un espace public et donc ça devient très compliqué. S'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, il y a des nids qui restent et qui prolifèrent. Le nid du jour contient par exemple à lui seul plus de 1000 individus. Pour lutter contre l'insecte ravageur, l'ESBL Groupe F intervient gratuitement sur base d'alertes citoyennes. Rien ne se perd, tout se transforme, l'expression est bien connue. Nouvel exemple avec la récupération de déchets agricoles notamment. Une entreprise de la région liégeoise les utilise pour faire pousser des champignons. Découvrons cela à Villers-le-Bouillet avec Paromita Huidar et Marc Mélon. Voici le type de champignons qu'on produit. Ceux-ci, ce sont des éringuis.
On les vend à beaucoup de clients en Europe qui eux-mêmes vont les produire et les vendre dans des chaînes de supermarchés et des restaurants. À Villers-le-Bouillet, l'entreprise Eclos produit des substrats de champignons. Elle emploie une vingtaine de personnes. La société est en progression constante depuis 2015. On a quelques secrets de fabrication, mais de manière générale, on mélange les différentes matières premières. On fait des sacs de 2 kg qu'on va ensuite mettre dans des fours à vapeur pour que les sacs soient stériles et que seulement notre champignon pousse dessus. Après cette étape et avec beaucoup de précautions, les collaborateurs d'Eclos placent les semences de champignons dans les substrats. Dans cette partie du processus, on va mettre une semence de champignon dans le sac qui a été stérilisé afin que le champignon pousse pendant une période de 5 à 12 semaines. Si le succès est au rendez-vous pour cette entreprise, c'est dû au fait qu'elle utilise d'excellentes matières premières qui étaient considérées il y a quelque temps encore comme des déchets. Comme la sciure de bois qui vient des scieries, le son de blé qui vient des moulins à farine et également un mélange de céréales qui peut être des céréales qui ont été déclassées, qui ne sont plus bonnes pour l'alimentation humaine et qu'on réutilise nous dans notre production de champignons. Eclos reçoit le soutien de Wagralim, un des 6 pôles de compétitivité pour la Wallonie. Cette ASBL encadre les entreprises du secteur agroalimentaire. Wagralim veut développer l'économie circulaire. L'idée, c'est de pouvoir réutiliser la matière. Donc on va aller prendre une matière qui autrefois était considérée comme un déchet et qui devient maintenant un coproduit. Depuis d'ailleurs janvier 2024, l'Union européenne refuse que ce soit considéré comme un déchet, donc on les met en décharge, mais ça doit absolument trouver une utilité. Eclos réalise un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros. Elle exporte sa production principalement vers l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche. L'entreprise fonctionne 7 jours sur 7 et est à la recherche de nouveaux collaborateurs. L'avenir n'est pas aussi rose pour Eno Senior. C'est un service à destination des aînés. Mais faute de moyens, la province ne va plus prolonger l'aventure. Les activités proposées attirent pourtant des milliers de membres. Voyons cela avec Pierre Rosier et Philippine Wambercy du côté de Charleroi. Cet après-midi, le séminaire d'histoire de l'art affiche complet. Dans la classe, une cinquantaine de seniors écoutent attentivement. J'apprends plus parce que je ne connaissais pas très bien la peinture anglaise ni la peinture allemande et au fond elle a ouvert des horizons et la peinture espagnole comme ce sera Europalia Espagne l'année prochaine, moi j'ai envie d'être au courant de ce que je vais aller voir. À côté, l'heure est à la relaxation avec un cours de Qigong, une pratique ancestrale chinoise basée sur la respiration. Que ce soit du sport, des visites culturelles ou encore des cours de langue, les activités sont nombreuses. Ça nous donne un but dans notre vie, de se lever le matin et de dire aujourd'hui je dois aller faire ça, de garder aussi les jours de la semaine. Parce que si on reste enfermé chez soi, je vais dire, on perd cette notion de quel jour on est. Mais cette année, c'est la dernière rentrée d'Eno Senior. La province doit faire des économies. Les 5 antennes énuyères fermeront leurs portes en juin prochain. Une décision qui passe mal. Très, très fâchée. Qu'il n'y ait pas de subside pour ça, je trouve ça scandaleux. Si on nous avait demandé, si on poursuit mais que ça coûte 2 fois plus cher, est-ce que vous seriez preneur? Puisque c'est une question de sous. Parlons sous. Mais on ne nous a rien demandé. Et ça, c'est un peu dommage. Avec près de 15 000 inscriptions l'an dernier, la demande pour des activités réservées aux aînés est bien présente. Mais faute de moyens, la province a fait un choix. On supprime tout le secteur des sports qui a déjà été supprimé en grande partie. On supprime tout le volet touristique de la province. On touche aussi au social avec Eno Senior. On doit vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et malheureusement pour les seniors, on a considéré qu'il y avait des choses plus cruciales que les loisirs des personnes âgées. Les 19 employés d'Eno Senior devraient être replacés à d'autres postes à la province. Après 50 ans d'existence, c'est une page qui se tourne pour tous les aînés du Hainaut. Dans l'actualité sportive, la Coupe du Monde 2026 se prépare. Les Diables Rouges joueront d'ailleurs demain pour tenter de se qualifier. Et une première vente de tickets a déjà eu lieu. C'est une billetterie à tarification dynamique. Et donc, plus la demande est forte, plus le prix est élevé. Du coup, des supporters et des associations de consommateurs dénoncent cette pratique. Explication Hugo Duric et Martin Biltereis. Dans le civil, Nicolas Dardenne est gérant d'un supermarché en région bruxelloise. Mais il est aussi connu pour être ce supporter emblématique au Belgique. La Coupe du Monde 2026 en Amérique, il s'y rendra quoi qu'il en coûte. Les prix sont honnêtement plus chers pour les États-Unis que ça ne l'était au Qatar versus la Russie. Donc la Russie était sensiblement plus chère que le Qatar.
Et ici, c'est vrai que les prix on semble être beaucoup plus élevés pour les États-Unis. Pour la finale, évidemment, je serais prêt à mettre n'importe quel prix. Obelgix fait partie d'un club de supporters fidèles, il aura donc accès à des prix plus avantageux. Le problème, c'est pour les tickets en vente libre. Selon un média américain, les prix pourraient aller de 50 à 100 € pour un simple match de poule et jusqu'à plus de 5 500 € pour la finale, impayable pour certains. Actuellement, quand on voit les prix, on se rend compte qu'une finale coûte 10 fois plus cher dans les catégories les moins chères. Ça coûte 10 fois plus cher que la Coupe du Monde au Qatar. Déjà pour moi, ça va être très difficile d'y aller. Mais alors partager ce genre de moment avec mon fils, par exemple, qui est fan de football, je ne peux pas l'envisager, c'est impossible. Des prix 5 à 10 fois plus chers que pour la dernière Coupe du Monde au Qatar. En cause, la Fédération internationale de football a instauré pour la première fois de son histoire ce qu'on appelle la tarification dynamique. En gros, c'est comme pour les billets d'avion ou les chambres d'hôtel, plus la demande est forte, plus les prix grimpent. La FIFA organise la Coupe du Monde, elle est en monopole et donc elle ne concède que quelques tickets pour la vente libre et sur cette vente libre, elle impose une tarification dynamique et donc ça pose un véritable problème parce que les prix vont exploser, le consommateur est pris en otage et c'est un processus totalement opaque. L'association de consommateurs a lancé une pétition pour interdire cette pratique en cas de monopole. Pour se justifier, la FIFA indique, elle, qu'elle veut optimiser les revenus mais également la fréquentation des stades. Et c'est la fin de ce journal sur TV5 Monde. Merci de vous informer avec nous. À très bientôt. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio. En direct sur TV5 Monde. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut. Robert Badinter entre au Panthéon. Une grande cérémonie nationale présidée par Emmanuel Macron rendra hommage à l'ancien ministre de la Justice qui a aboli la peine de mort en France. Émission spéciale pour l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, présentée par Julien Bugier, aujourd'hui sur TV5 Monde. GMF, bonjour. Bonjour, j'ai acheté une voiture sur internet, soi-disant comme neuve, et le moteur est déjà mort. Je crois que je me suis fait arnaquer. On va chercher une solution à l'amiable avec le vendeur et vous accompagner jusqu'à la résolution. C'est sans frais. Merci. Assurance protection juridique GMF. Être là quand vous avez besoin de nous, c'est ça, être assurément humain. Ce ne sont pas les années qui comptent. L'âge est une force. Avec Nivea Q10 Anti-Rides Power, le Q10 et la créatine forment un duo booster de collagène pour réduire les rides et raffermir la peau. Des résultats cliniquement prouvés dès 7 jours. Q10 Anti-Rides Power, la peau, c'est pour te sentir puissante. Nivea pour la peau, élue marque préférée des Français. Qu'est-ce qui vaut le coup ? Que nos enfants mangent équilibré et débordent d'énergie, ça vaut le coup. La fraîcheur et la qualité, ça vaut le coup. Chez Lidl, profitez de fruits et légumes frais livrés chaque jour au meilleur prix et de pain et viennoiseries cuits sur place. Ce qui vaut le coup, c'est à vous de voir. Chaque jour, tous les jours. Et nous, on est là pour ça. Lidl, ça vaut le coup. Desange présente le nouveau Kératine Morphose. Le premier soin kératine professionnel. Répare 94% de dommages pour 2 fois plus de brillance. Tenu 10 jours. Nouveau Kératine Morphose. Desange, la compétence professionnelle chez vous. Whiskas, plus de ronds. Le nouveau Tempur Pro, le matelas Tempur qui s'adapte mieux que jamais à votre corps. Né de la technologie de la NASA, des milliards de cellules ultra-sensibles allègent 20% de pression supplémentaire. Tempur pour un sommeil vraiment réparateur. En ce moment, tous nos matelas 140, 160, 180 et 200 cm à prix unique. Pour nous, ce n'est pas juste votre audition, c'est toute votre vie. C'est pourquoi nous avons créé la méthode Amplifon, dont l'efficacité a été scientifiquement validée. 93% de nos clients bénéficient d'une amélioration significative de leur compréhension. Appelez le 0800 128 128 pour prendre rendez-vous. Amplifon, votre audition, votre vie. Dispositif médical. Profitez d'une conduite silencieuse grâce au mode électrique.
Hyundai Tucson hybride, à partir de 249 € par mois. Réservez votre essai sur hyundai.fr. Premier signe d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre? Essayez Strepsils. Sa formule antiseptique agit localement contre certains virus responsables des maux de gorge et apaise l'irritation. Strepsils, dès les premiers symptômes. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Et il y a une bonne couverture ici? Moi j'ai celle-là. Avec Aesio Mutuel, offrez à vos salariés une bonne couverture santé et prévoyance et bénéficiez du service Mon Rendez-vous Juridique pour vous accompagner sur vos questions sociales et fiscales liées à vos salariés. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Opel Frontera. Ah ouais, quel espace! Wow, déjà rechargé. Quelle lumière! Waouh! Nouvelle Opel Frontera. Pendant le mois des SUV, Opel vous offre jusqu'à 6 000 € d'avantages clients. Portes ouvertes ce week-end. Avec Léa Salamé. Très heureuse de vous retrouver dans Quelle époque? Bienvenue à la liberté de parole et au débat de société. Avec Philippe Cavrivière. Ça va l'émission, ça vous plaît? Paul de Saint-Cernin et Charlotte Desnaux. Quelle époque? Le dimanche sur TV5 Monde. Est-ce que tu as suivi le drama avec les bébés reborn sur TikTok? Les réseaux, l'actu, c'est carrément captivant avec C'est Carré. Allez viens, je t'explique. Des contenus éclairants pour découvrir, s'étonner, questionner. Mais c'est quoi exactement l'identité à mesure? Avec les jeunes francophones du monde entier. Ce que vous vivez, vous ne le vivez pas seul. Les tendances. La vidéo est devenue virale. Mais du coup, pourquoi? Les personnalités. Je suis un gros joueur de jeux vidéo depuis petit. Des stories, des recos. Bon, c'est carré pour toi? Alors, scanne le QR code et bien sûr... Abonne-toi. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous aide sur un dossier classé depuis 8 ans? J'ai juste